Chers amis, bonjour. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé d'élargir un peu les thèmes en parlant de la politique africaine de la France, parce que certains s'imaginent que si le camp de la France gagne en 2022, on ne parlera que d'identité, de sécurité, d'immigration. Bien sûr que cela reste une colonne vertébrale fondamentale de notre projet à l'heure où notre identité est si menacée, mais bien entendu, le camp de la France aura à cœur de mettre en œuvre un projet présidentiel cohérent, une politique arabe, une politique africaine, une politique diplomatique de manière générale. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la politique africaine de la France et il y aura d'autres volets consacrés aux autres relations que nous aurons avec les autres parties du monde. A tout de suite. Quelle sera la politique africaine de la France si le camp national arrivait au pouvoir en 2022 ? L'actualité récente, marquée par la visite du président de la République française au Rwanda et à la décision de mettre fin à l'opération Barkhane, donne l'occasion de s'interroger sur la politique africaine de la France. À Kigali, Emmanuel Macron a reconnu ce qu'un président socialiste, François Mitterrand, et son premier ministre pseudo-gaulliste de l'époque ont fait au début des années 90. Impliquer fortement la France aux côtés d'un régime qui, sous nos yeux, engageait une propagande de haine interethnique d'une virulence inouïe contre le peuple Tutsi et qui préparait ainsi un génocide. Voilà pour ceux qui nous jettent à la figure ce que l'extrême droite avait fait entre 1940 et 1944. Il y a quelques jours a été annoncée la fin de l'opération Barkhane qui avait succédé à l'initiative de François Hollande en 2013 de stopper l'avancée des djihadistes sur Bamako et de réduire en miettes les colonies de Foudallah. La France réduit fortement son engagement après 8 années d'une guerre des sables et des savanes qui n'a pas donné les résultats escomptés. Après leur défaite, les différents groupes armés islamistes se sont reconstitués et ont même réussi à étendre leur terreur sur 3 autres pays, donc le Mali, le Niger, le Burkina, de plus en plus fragilisés par un enchevêtrement de luttes tribales, de gouvernance défaillante, de prévarication, de démoralisation des armées locales, de crise hydrique provoquant des tensions entre pasteurs et agriculteurs. Les coups d'État répétés à Bamako et la montée du sentiment anti-français dans une population qui ne comprend pas comment une grande armée blanche, suréquipée et surarmée, est incapable de venir à bout de quelques milliers de rebelles, ont convaincu le président français de réduire la voilure. Bonne ou mauvaise décision ? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec 5000 soldats français que l'on pouvait y arriver. Il eût fallu le double et sans doute davantage de troupes, d'hélicos et de drones pour en finir. L'Europe et les États-Unis ont considéré que c'était une guerre française et nous ont aidés à minima. Eh bien tant pis. On ne peut pas faire la guerre à la place des autres et en particulier pas à la place des Africains en Afrique. Ce qui constitue un indiscutable échec de notre politique étrangère constitue toutefois un point de départ pour réinventer notre stratégie là-bas. Nos présidents successifs, jusqu'à Jacques Chirac, ont beaucoup aimé l'Afrique. Ce vaste continent, qui fut en partie nôtre pendant des décennies, a longtemps exercé une fascination largement légitime sur notre élite politique. Comment, en effet, ne pas se rêver en puissance lorsque l'on est encore capable d'exercer une certaine influence sur plus d'une vingtaine de pays comptant environ 400 millions d'habitants et qui arborèrent si longtemps le drapeau tricolore. Sans oublier cette francophonie africaine, puisque notre langue est encore officielle ou vernaculaire dans beaucoup de ces nations. Toutefois, le réel a fini lentement par s'imposer. L'Afrique n'a pas du tout tenu les promesses de développement économique que ses immenses ressources naturelles offraient. L'Asie, pour sa part, prenait son essor avec le Japon dès l'après-guerre, la Corée dans les années 60, Singapour, Hong Kong, Taïwan à partir des années 70, la monumentale Chine dans les années 80, suivie par l'Inde, sans oublier la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam. En Asie, à l'exception de la Birmanie, du Pakistan et du Bangladesh, le continent asiatique est une histoire de croissance, de développement, d'enrichissement et de recul de la pauvreté. C'est plus contrasté en Amérique latine, mettant le Mexique, le Brésil, le Chili, la Colombie, malgré sa guerre civile, et même l'Argentine, en proie à des crises économiques et financières à répétition,
se sont construits des économies d'importance. L'Afrique est un continent à fort potentiel et qui le gardera, pourrait-on dire en paraphrasant le général de Gaulle qui, à l'époque, faisait référence au Brésil. L'Afrique est à l'évidence une mosaïque ethnique, linguistique, religieuse et culturelle, mais dont les caractéristiques communes, à quelques exceptions près, sont bien établies, quoiqu'à des degrés divers selon les pays. Je veux dire sous-développement, instabilité politique, malgouvernance, corruption, inflation démographique, émigration massive, infrastructures défaillantes, conflits interethniques et interreligieux. Ce sont aussi des peuples qui se battent contre une adversité folle, qui cultivent, travaillent, entreprennent, étudient, créent, innovent comme ils le peuvent. Ce sont enfin des ressources naturelles, pétrole, minerais, bois, considérables, mais qui, avouons-le, sont aussi disponibles sur d'autres continents. La politique postcoloniale africaine de la France a d'abord privilégié les pays des ex-AFN, AOF, AEF et Madagascar. Mais cette politique s'est diversifiée au fil du temps. La fin de l'Empire portugais a conduit à l'entrée dans le cercle des nations indépendantes de deux pays prometteurs, Angola et Mozambique. Après l'énorme bourde gaulienne que fut le soutien au sécessionnisme du Biafra, la France a regardé avec des yeux de chimène le géant nigérian. La chute de l'apartheid en Afrique du Sud permettait de draguer un pays porté depuis toujours vers le monde anglo-saxon. La diplomatie française sur le continent fut très active. Entre tentatives de maintenir une forme de tutelle sur notre ancien empire, lutte contre l'influence soviétique jusqu'à la fin des années 80 et soutien à nos groupes pétroliers, Elf puis Total, l'Élysée jusqu'au début des années 2000 a fait de l'Afrique un sujet quasi passionnel. Nicolas Sarkozy fut sans doute le président qui acta avec le plus de franchise le lent mais inexorable avènement d'un véritable afroscepticisme au sein de l'élite politique mais surtout économico-financière française. Le discours cinglant que Sarkozy prononça le 27 juillet 2007 à l'université de Dakar fut en quelque sorte un aveu de déception profonde d'un système politique français qui a nourri tant d'espoir et pendant si longtemps pour l'Afrique. Après l'habituel mea culpa sur la traite et la colonisation, le président français déclarait alors « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout est écrit d'avance. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. » Fin de citation. Considérés par beaucoup comme racistes, ces propos, ils ne les auraient pourtant jamais tenus s'agissant des Chinois, des Indiens, des Indonésiens, etc. En effet, nos grandes entreprises étaient depuis fort longtemps parties à la conquête de l'Asie et s'y développaient à toute allure, alors qu'elles se désintéressaient des marchés africains trop petits, ou trop pauvres, ou trop compliqués, et souvent, il faut bien le dire, les trois à la fois. La majeure partie des intérêts économiques de la France en Afrique sont avant tout situés au Maghreb, puis en Afrique subsaharienne, mais hors de la zone franc, c'est ça le paradoxe. La zone franc ne représente qu'un peu moins de la moitié de nos échanges au sud du Sahara et 12,5% de l'ensemble des échanges pratiqués par la France en Afrique. En 2018, parmi les 5 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique, aucun n'était issu de la zone franc. On y comptait le Maroc en première position, qui concentrait à cette date 18,9% des échanges commerciaux franco-africains, puis l'Algérie 18,4%, la Tunisie 15,2%, le Nigeria 8,5% et l'Afrique du Sud 5,8%. Du point de vue des importations en pétrole et en gaz, les principales sources d'approvisionnement en pétrole de la France en Afrique subsaharienne se situent également hors de la zone franc. D'abord le Nigeria, puis l'Angola, qui sont respectivement les 3e et 5e fournisseurs en pétrole brut de la France dans le monde, derrière la Russie, le Kazakhstan et l'Arabie Saoudite. Pour le gaz naturel, la France ne s'approvisionne pas non plus dans la zone franc. Elle s'approvisionne en Norvège, qui concentre 42,2% des importations en gaz naturel entre 2013 et 2015, en Russie, aux Pays-Bas, en Algérie, au Qatar et enfin au Nigeria. Du point de vue de nos exportations, on constate que les parts de marché des entreprises françaises en Afrique se sont fortement réduites ces 20 dernières années, connaissant une division par 2. Cette évolution résulte d'un déclassement de l'importance commerciale de la France auprès des économies africaines, alors qu'apparaissent
de nouveaux acteurs européens et asiatiques dans un contexte de croissance des secteurs primaires africains. La France demeure le premier fournisseur européen des pays de la zone franc, mais elle a perdu le statut de premier fournisseur mondial du continent africain en 2007 au profit de la Chine. 10 ans plus tard, en 2017, c'était l'Allemagne qui était devenue le premier fournisseur européen d'Afrique, reléguant la France à la deuxième position. Les investissements français en Afrique totalisent, il est vrai, 60 milliards d'euros, mais sur les plus de 1200 milliards d'investissements que la France a à travers le monde, ce continent, disons-le, pèse peanuts dans notre économie nationale. Voilà pour le bilan. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est faiblard, en tout cas sur le plan économique. Des géopolitologues éthérés nous expliquent que l'Afrique, c'est très important pour nous, car cela représente des votes à nos côtés aux Nations Unies. Au quoi? Ah oui, à ce machin qui ne sert pas tout à fait à rien, mais à si peu? Peut-on pour autant en tirer comme conclusion que nous perdons notre temps et notre énergie en Afrique? L'Afrique est, il est vrai, trop vaste et notre aide au développement trop faible pour que nous puissions avoir une politique continentale. Une puissance moyenne comme la France doit faire des choix. Nous devons cesser de nous complaire dans un romantisme historique et plutôt analyser les chiffres. Il n'y a que quelques pays qui sont intéressants pour la France du point de vue économique et stratégique sur ce continent. Les pays du Maghreb, bien sûr, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, indiscutablement. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, puissance francophone importante, et puis le Ghana, important voisin du précédent, le Nigeria, géant fragile mais incontournable, le Sénégal avec son élite reconnue. En Afrique centrale, le Gabon ainsi que la Guinée équatoriale, riche petit pays pétrolier, le Cameroun et sa population très entrepreneuriale, les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville, et l'Angola en raison de leur immense potentiel économique. En Afrique australe, l'Afrique du Sud bien entendu, en Afrique orientale, dite des Grands Lacs, l'incroyable Éthiopie et ses 112 millions d'habitants, Djibouti bien sûr pour sa position à l'entrée de la mer Rouge, et le trio Kenya, Tanzanie, Ouganda qui totalise 150 millions d'habitants. Enfin Madagascar très pauvre mais au potentiel exceptionnel et occupant une place stratégique dans l'océan Indien. Soit au total une vingtaine de pays sur les 54 que compte le continent africain. Et les autres, aucun intérêt. Une approche basée sur les intérêts économiques de la France à court, moyen et long terme est cynique, mais elle correspond à nos besoins. On m'opposera que je néglige le lien entre sous-développement et migration vers l'Europe, lien qui devrait nous conduire à redoubler d'efforts à l'égard du Sahel avec la ceinture de la pauvreté en pleine dérive islamique que constituent le Mali, le Niger, le Burkina, la Mauritanie, le Tchad, la Guinée et les deux Soudans. Nous devons aider l'Afrique, sinon les Africains vont migrer vers nos rives, nous dit-on. Il faut comprendre qu'à part un plan d'aide colossal, pour autant qu'il puisse être déployé de façon efficace et juste, dans un continent miné par l'incurie et la corruption, rien n'arrêtera la volonté de partir. Le fossé de conditions de vie entre le Nord et le Sud est tel que seul un comblement significatif pourrait dissuader ces tentatives. Sommes-nous prêts, nous Français, Allemands, Italiens, Espagnols, Britanniques, à dédier collectivement des dizaines de milliards d'euros de plus chaque année à l'aide pour l'Afrique? La réponse est non. Fermez le banc. Le plan Marshall pour l'Afrique, c'est du pipeau. Cela fait des années maintenant que le nom de ce brillant général américain est utilisé à toutes les sauces, en vain. Les migrations illégales vers l'Europe doivent être combattues à coups de refoulement, de frappe des forces spéciales contre les réseaux mafieux dans les pays d'origine et de transit, quand un État failli ne peut ou ne veut les combattre, d'internement dans des hotspots dont on ne sort que pour être expulsé ou, beaucoup plus rarement, être admis chez nous au titre de l'asile. Il reste le grand fantasme de la défense de la francophonie. À l'exception du Québec, de la Wallonie-Bruxelles et de la Suisse romande, la cartographie du français, langue officielle, est celle de la pauvreté, voire de la misère. Le français n'est en rien une arme économique. Nos relations commerciales avec le reste du monde sont essentiellement basées sur l'anglais. Certes, le Maghreb arabo-francophone, Algérie, Maroc, Tunisie, représente la moitié de nos exportations vers le continent, qui ne pèse d'ailleurs que 5% de notre total mondial. Cela ne laisse pas grand-chose pour le reste. Retirer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un peu plus significatif,
et l'Afrique francophone ne pèse pour ainsi dire rien pour notre économie. 2022, chers amis, sera l'année des grands choix et des grandes réorientations pour la France. Il en est de même pour notre politique africaine. Le camp national doit insuffler une vision nouvelle, une diplomatie nouvelle, en particulier s'agissant de ce continent qu'il serait absurde de négliger, mais pour lesquels nous devons être réalistes. Les liens que nous avons avec certaines ex-colonies ne correspondent plus à la géographie économique. Rationalisons et concentrons nos efforts là où cela contribue à nous renforcer, c'est-à-dire là où cela contribue à la grandeur et au rayonnement de la France. Merci beaucoup pour votre attention. Vive la France, vive le peuple français.